Bienvenue dans le podcast de Steve Haldeman, la littérature au 7e ciel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré aux travailleurs du sexe. Alors, petite précision pour commencer. Je n'utiliserai pas l'écriture inclusive dans cet article que je trouve à la fois fastidieuse à écrire ou à lire et littérairement peu esthétique. Au lieu de cela, j'alternerai au gré du contexte ou de mon envie. Cela dit, je ne suis pas dupe, je sais pertinemment que la majorité des travailleurs du sexe sont des travailleuses. Cet épisode comporte 2 parties. Un exposé de ma vision de ces métiers, de leurs spécificités et notamment des jugements négatifs qui pèsent sur eux, et 2 interviews de personnes qui exercent et qui pourront compléter mon point de vue avec leur propre sensibilité. Il s'agit de Larry, dont j'héberge le podcast depuis le mois de juillet, et Cybèle L'Espérance, qui a déjà eu la gentillesse de témoigner de son expérience d'assistante sexuelle dans le podcast intitulé « Handicap et sexualité ». Alors, la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est du problème de la définition des travailleurs du sexe. Travailleur du sexe vient de sex worker, qui est un terme utilisé pour la première fois en 1980 par Carol Leight, une ex-prostituée américaine, militante féministe pro-sexe et artiste. Cette expression générique est très vite utilisée dans le monde entier pour désigner les métiers ou pratiques qui mettent en scène une prestation sexuelle, le plus souvent en échange d'une contrepartie monétaire. En résumé, les travailleurs du sexe, couramment abrégés en TDS ou TS, mais à ne pas confondre avec TS pour tentative de suicide, offrent des prestations sexuelles tarifées. Quand j'ai lu cette définition dans l'article Wikipédia dédié aux travailleurs du sexe, j'ai tout de suite pensé à la prostitution. Je me doutais que le terme TS englobe de nombreux métiers dont la prostitution n'est qu'un exemple, mais il y avait quelque chose qui me chiffonnait. En effet, si TS égale prestation sexuelle tarifée, alors qu'est-ce que la prostitution ? J'ai consulté plusieurs dictionnaires. Pour le Robert, la prostitution est le fait de livrer son corps au plaisir sexuel d'autrui pour de l'argent et d'en faire métier. Pour le Larousse, c'est un acte par lequel une personne consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'autres personnes moyennant rémunération. Pour le site cnrtl.fr, il s'agit de consentir à avoir des relations sexuelles avec des partenaires différents dans un but lucratif et d'en faire son métier. Ces 3 définitions comportent des différences non négligeables. Mais quoi qu'il en soit, ça ressemble tout de même beaucoup à la définition des TS. Par exemple, si je considère celle du Larousse ou du Centre national de ressources textuelles et lexicales, j'ai beaucoup de mal à saisir une différence avec celle des travailleurs du sexe. Celle du Robert introduit une précision importante. La prostitution aurait pour objet de fournir du plaisir aux clients. Du plaisir. Mais là, il y a un problème, car d'après moi, c'est aussi le cas des actrices porno. Leur prestation, dans la mesure où elle est essentiellement un support à la masturbation, a bien pour but final de provoquer le plaisir, même si ce n'est pas celui des membres du casting des films dans lesquels elle joue. Or, je ne pense pas que les acteurs porno se voient comme des prostituées. Pourtant, leur métier correspond bien à la définition de la prostitution du dictionnaire Larousse. Et ce problème est également présent pour un certain nombre d'autres métiers qui relèvent du travail du sexe, comme celui des assistants sexuels, qui ne se considèrent probablement pas eux-mêmes comme des prostituées. Dans le cadre de la préparation de son interview, Cybèle L'Espérance a porté à ma connaissance la définition de jurisprudence de la prostitution par la Cour de cassation en 1996. Je cite, « La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui. » Dans l'affaire en question, des gérants d'une boutique de massage avaient été condamnés par la cour d'appel parce que les masseuses de leur établissement se livraient à des attouchements allant jusqu'à provoquer l'éjaculation des clients.
Il y a donc un souci, une sorte d'amalgame possible entre le travail du sexe et la prostitution, qui peut amener à penser que tous les métiers impliquant des prestations sexuelles sont identiques à la prostitution. Pourtant, il y a de grandes différences de l'un à l'autre. Par exemple, dans les faits, une assistante sexuelle couche bien comme une prostituée, et pourtant le but recherché n'a rien à voir. Dans un cas, il s'agit d'aider les clients à trouver une façon de découvrir leur sexualité et de parvenir à une forme d'épanouissement personnel, alors que pour l'autre, il s'agit de répondre à un besoin de jouissance à court terme. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à écouter ou réécouter l'interview de Cybèle L'Espérance incluse dans le podcast Handicap et sexualité. Elle est très claire sur le sujet. Sous l'appellation travail du sexe, on peut trouver les activités suivantes, la liste étant non exhaustive. D'abord la prostitution, qui a plusieurs visages. Par exemple, il y a les femmes qui arpentent le trottoir et celles qui n'exercent pas sur la voie publique, que l'on appelle généralement escorte ou call girl. Il y a aussi l'assistanat sexuel, le métier d'acteur pornographique, les masseuses érotiques, les cam girls, les stripteaseurs, les dominatrices professionnelles. En lisant attentivement cette liste, et pour peu qu'on connaisse un peu le contexte de chacune de ces activités, on peut s'apercevoir qu'il y en a qui ne collent pas à la définition du travail du sexe, comme les stripteaseurs. On peut aussi penser que c'est le cas des dominatrices qui n'ont pas de relation sexuelle classique avec leurs clients. Sous-entendu, fellation ou cunilingus, pénétration, masturbation. Cela dit, la jurisprudence de la Cour de cassation estime qu'à partir du moment où il y a attouchement dans le but de procurer la satisfaction des besoins sexuels de leurs clients, il s'agit bien de prostitution, peu importe le type des attouchements. Or, qu'il n'y ait aucun contact physique entre une domina et son client, ça paraît difficile à croire. Cela dit, la plupart de celles avec qui j'ai pu discuter réfutent d'être des prostituées. De la même façon, accepter de dire qu'on est TS revient à valider un terme dont la définition est très proche de celle de la prostitution. Et c'est là que je voulais en venir. Je pense que cette promiscuité ne poserait aucun problème si ce métier n'était pas extraordinairement méprisé. Mais alors, pourquoi les personnes qui se prostituent sont-elles mal considérées? Il y a un grand nombre de raisons possibles, et mes invités en donneront peut-être plus que celles que je vais exposer. La première qui me vient à l'esprit, c'est que cette activité est réputée facile, dans le sens où c'est une des possibilités qui restent, pour gagner sa vie, à ceux ou celles qui n'ont pas fait d'études. Ce qui amène souvent à penser que si l'on se prostitue, c'est que l'on n'est pas capable de faire autre chose, et que donc, supposément, on ne vaut pas grand-chose. Or, c'est faux. Beaucoup de prostituées n'exercent pas cette unique activité. Qui plus est, il y a énormément de métiers dont on peut en dire autant, comme balayeur, caissier, pion, agent de surveillance, etc. Or, on ne pense pas de mal de ceux qui les exercent. C'est donc que l'excuse du faible niveau de compétence ne tient pas. Ce n'est pas pour cette raison que la prostitution est mal vue. La seconde raison, c'est la crainte de voir cette activité nuire à la santé publique en propageant des maladies sexuellement transmissibles, par exemple. Mais là aussi, considérer que la prostitution est responsable de cela, c'est à mon avis une mauvaise vision du problème. Car les prostituées ne sont pas idiotes et elles sont parfaitement à même de comprendre qu'elles doivent se protéger elles-mêmes. Si elles peuvent être amenées à ne pas le faire ou à ne pas être capables de le faire, c'est probablement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leur activité. J'en parle au point suivant. La troisième possibilité qui peut expliquer pourquoi les prostituées sont mal vues est liée à ceux ou celles qui exercent et qui n'ont pas une vie très saine. On associe souvent prostitution et drogue, mais il serait utile de se demander quel est le lien. J'ai du mal à croire que la prostitution soit la raison principale. Au contraire, je pense que les raisons profondes qui conduisent à la prostitution peuvent être les mêmes que celles qui amènent à se droguer. C'est le contexte familial et économico-social défavorable qui est en cause et pas la prostitution elle-même. Par ailleurs, j'imagine aussi qu'une part non négligeable des prostituées qui se droguent ont choisi cette activité pour se payer leur dose,
tout comme ils auraient pu choisir de tomber dans la délinquance pour les mêmes raisons. Et dans cette situation, la prostitution n'est pas le problème non plus, c'est la seule solution trouvée. La quatrième et dernière raison, qui est selon moi la seule et unique qui fait que les prostituées sont méprisées, c'est parce qu'il s'agit de sexe. Car malheureusement, en France en particulier, tout ce qui touche au sexe est souvent problématique. Et plus précisément, on peut parler de reproduction sexuelle, de protection, d'éducation, mais dès qu'on aborde l'aspect plaisir, c'est tout de suite mal vu. Or, c'est le cœur des métiers du travail du sexe. Pourtant, le plaisir est une chose saine et souhaitable, il contribue à notre équilibre physique et psychologique, mais depuis des siècles, on met des bâtons dans les roues de celles et ceux qui en font leur gagne-pain et de ceux et celles qui veulent y avoir accès par leur intermédiaire. Abordons maintenant le problème de la criminalisation de la prostitution. La prostitution est le plus vieux métier du monde, et rien n'indique qu'elle est sur le point de disparaître. Mais comme cette réalité ne correspond pas à l'idée que nos sociétés modernes se font du monde idéal, on préfère ne pas en parler, dans le meilleur des cas, ou à criminaliser ceux qui exercent ou leurs clients, comme si cela allait suffire à faire disparaître ce qu'on estime être un problème. Le traitement politique de la prostitution a pris plusieurs visages au cours des siècles, avec des tendances qui ont pris pour nom prohibitionnisme, réglementarisme, abolitionnisme, néo-abolitionnisme ou syndicalisme. Je ne vais pas entrer dans le détail des mesures préconisées par chacune d'entre elles, ce serait trop fastidieux. Cela dit, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter la page Wikipédia consacrée à la prostitution, dont le lien est en bas de page. Quoi qu'il en soit, de nos jours, seule une poignée de régions dans le monde ont légalisé son exercice. En France, depuis la loi du 13 avril 2016, l'exercice de la prostitution est toléré, mais l'achat de services sexuels est interdit. Ce qui relève selon moi d'une hypocrisie assez incroyable. Dans ce cas, pourquoi ne pas tolérer la production de cocaïne et interdire sa consommation ? Et pour lutter contre la pollution, pourquoi ne pas autoriser la production de pétrole, mais empêcher la vente d'essence ? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire tolérer ? C'est permis ou ce n'est pas permis ? J'ai consulté quelques ouvrages de référence juridiques pour savoir de quoi ils retournent, et je me suis aperçu que la tolérance est avant tout utilisée pour ne pas prendre de décision politique. Par essence, la tolérance est une notion floue. C'est une, je cite, « indulgence pour ce qu'on ne peut pas ou ce qu'on ne veut pas empêcher ». Fin de citation. Ce terme « indulgence » résume assez bien la position des politiques les moins répressives et montre bien l'attitude insultante de nos sociétés envers les prostituées, qu'on traite comme des enfants turbulents. Quelques nuances peuvent être faites cependant, notamment en ce qui concerne certains métiers du travail du sexe. Par exemple, la société est manifestement plus indulgente quand il s'agit d'accompagnement sexuel. Car dans ce cas, il s'agit d'aider des personnes, qu'on imagine le plus souvent handicapées, à trouver une forme d'épanouissement minimal pour qu'ils remplissent un besoin essentiel qu'ils n'arrivent pas à satisfaire seuls. Dans ce cas, il me semble que certains envisageront cela comme une activité humanitaire en quelque sorte. Et pourtant, les assistantes sexuelles seront toujours moins bien considérées que ceux qui se contentent de faire un chèque à la Croix-Rouge en fin d'année. Pourtant, il serait utile de se demander lequel des deux contribue le plus au bonheur de son prochain. Voilà les réflexions que je voulais partager avec vous à propos du travail du sexe. Je vais maintenant laisser la parole aux interviewés qui ont une vision pratique de ces métiers. Honneur aux femmes. Bonjour Cybèle L'Espérance, merci d'avoir accepté cette deuxième invitation. Lors de la première interview, vous nous avez parlé de votre activité d'assistante sexuelle dans le cadre de l'épisode consacré au thème handicap et sexualité. Aujourd'hui, vous allez nous parler de votre parcours d'escorte dans le cadre de ce podcast intitulé « Les travailleurs du sexe ». Pour ceux qui n'auraient pas écouté la première interview, pouvez-vous vous présenter de nouveau ? Oui, donc Cybèle L'Espérance, je suis escorte depuis une dizaine d'années. J'ai 42 ans, je suis mariée, je suis d'origine canadienne et je vis en France et j'exerce en France depuis 2018. Pour rappel, quelles ont été vos activités liées au travail du sexe ?
Alors, j'ai commencé comme sugar baby pour faire un petit peu mes premières expériences, mais mes sugar daddy étaient toutes plus jeunes que moi. Donc, le bébé était plus, plus âgé que le papa. Ensuite, je me suis tournée vers l'escorting en tant qu'escorte indépendante. Je n'ai jamais travaillé pour une agence comme c'est souvent le cas au Canada. Et j'ai intégré un collectif d'indépendantes. Et ensuite, j'ai émigré. Ici, je suis escorte indépendante et accompagnante sexuelle depuis 2018. Exercez-vous d'autres activités en parallèle? Alors, ça m'arrive de gagner de l'argent comme formatrice ou pour de l'écriture, notamment sur les sujets du travail sexuel, mais c'est une fraction vraiment infime de mes revenus. D'accord. Alors, pouvez-vous nous parler de votre parcours et en particulier de ce qui vous a amené à devenir travailleuse du sexe? Alors, moi, je viens d'une famille de la classe plutôt populaire. J'ai fait des études en santé sécurité du travail. J'ai fait un BTS pour être rapidement sur le marché du travail et gagner ma vie correctement. Mais je n'ai pas beaucoup œuvré dans ce milieu. J'ai fait plusieurs stages. Ensuite, je suis allée à l'université à partir d'argent économisé. Je me suis endettée, hein, comme on fait beaucoup au Canada. Et en fait, j'ai eu l'impression, quand j'ai enfin eu mes diplômes, d'avoir un peu raté toute la vie de jeune adulte. Il faut savoir que j'ai commencé à bosser, j'avais 14 ans, je suis partie en appartement, j'avais 16 ans. Et donc, à un moment, je suis devenue de plus en plus nomade. Je me suis beaucoup émancipée des obligations générales et j'ai été nomade pendant 12, 14 ans, un peu par accident, hein. On file des rencontres au gré des visas, court séjour, long séjour, principalement en Europe, mais aussi au sein même du Canada, en Amérique du Sud. Et donc, j'ai vécu ce genre de vie. J'ai travaillé pour Lonely Planet. J'ai rédigé des guides de voyage. J'ai été un peu sur les métiers de l'écriture ou encore, voilà, j'ai travaillé pour la Poste Royale au Royaume-Uni, où j'ai épluché des pommes de terre dans un centre de recherche. Voilà, ça donne un peu une idée. J'ai fait un petit peu de tout. J'étais fille au père. J'ai fait pas mal d'universités, mais très peu de diplômes. Voilà, donc qu'est-ce qui m'a amené à exercer le travail sexuel? Bah, comme beaucoup, c'est des nécessités financières, mais il y a aussi une dimension de vouloir me réapproprier une sexualité qui, dans mon point de vue, mon milieu social, était vue comme plus tu as des expériences sexuelles et moins tu as de valeur d'un point de vue sexuel. Voilà, ce qu'on appelle le slut shaming et donc la stigmatisation des salopes. Et donc, on est censé avoir moins de partenaires, on les compte, on demande à l'autre combien il en a eu, etc. Moi, j'étais dans ce genre de milieu et d'état d'esprit. Et ça fait partie de mon processus que de vouloir me dire, OK, bon, bah, ça a de la valeur, on est prêt à payer pour ce corps, cette expérience, cette valeur ajoutée que je peux apporter dans la sexualité d'autrui. Et donc, ça a eu une influence. Bon, comme je dis, le fait d'être au chômage m'a donné quand même un petit peu de motivation. Mais mes premiers essais, je les ai faits alors que je n'étais pas dans la grosse mouise financière, avec cette idée de ne pas être sous la contrainte vraiment au moment d'expérimenter. Est-ce que vous voulez nous parler de vos premières fois? Mm. Je pose cette question-là parce que on imagine que passer le pas fait qu'il y a un avant et un après quelque part dans ce métier-là. C'est pas le cas pour tout le monde, hein. Il y a des personnes pour qui c'est le cas. Moi, ça a été quelque chose de très important parce que j'avais l'impression que ça allait me marquer au fer rouge, qu'à partir du moment, les gens, quand ils diraient le mot pute, par exemple, ça voudrait dire moi, en fait, que c'était un point vraiment de non-retour. Du coup, pour moi, ça a été plutôt de l'expérimentation, comme sur le bord de la piscine, mettre le gros orteil dans l'eau froide, ensuite les mollets. Moi, je suis pas du genre à sauter à pieds joints ou tête première. Donc, j'ai commencé par les sites d'annonces classées, à expliquer un peu mon processus de vouloir être payé pour du sexe, de se demander ce que ça fait, etc. Sur Craigslist au Canada, qui est voilà un site très généraliste d'annonces classées, un peu comme W Annonce, comme Le Bon Coin. Et quand je me suis expliquée comme ça, j'ai eu des centaines et des centaines de mails en quelques heures
Ce qui m'a fait complètement paniquer, donc j'ai tout fermé et à la place, en fait, j'ai commencé à chercher dans les annonces classées des personnes qui disaient: «J'ai jamais eu d'expérience sexuelle, je suis puceau» et cetera et qui racontaient, leur point de vue en disant: «Est-ce qu'il y a pas une fille qui veut m'aider?» Et là, à ce moment-là, je les contactais individuellement pour leur dire: «Bah, voilà, voici mon processus à moi et est-ce que tu crois qu'on peut se rejoindre quelque part là-dedans?» Et il y a une personne qui a répondu, il n'avait même jamais embrassé une fille, et donc on a un peu, parlé de tout ça. On a fait un peu un genre de rencard, qui a duré 5 heures en tout et à la fin, j'ai été payée, une centaine de dollars, donc c'est vraiment très, très peu, mais voilà, on est allé jusqu'au sexe oral et c'est devenu un client, régulier par la suite. Même dans ma carrière plutôt d'escorte, même s'il avait une place particulière. Donc ça a été un peu comme ça et c'est pour ça que je me suis orientée vers le sugar dating, qui est plus une idée d'avoir des rendez-vous réguliers avec une même personne et d'avoir, quelque chose qui ressemble plus à un rencard plutôt qu'un tarif pour, 1 heure, pour 2 heures, pour 3 heures et cetera. Je sais pas si j'ai besoin de parler plus des clients, je trouve que ça On va pose en bien, parler après, ouais, après. à la fin. Je veux pas donner à la, en fait, je veux pas donner Ouais, ouais, à tout le contenu. l'interview un côté voyeuriste, c'est pas le but. Mais en OK. même temps, je trouve que des exemples, c'est important. Enfin, ce que vous venez d'expliquer là, je pense que c'est très éclairant pour les gens. Donc, je trouve ça intéressant, Mmh. moi, à titre personnel. En fait, j'ai l'impression que les gens c'est l'impression que j'ai, mais c'est aussi le point de vue que j'avais avant de commencer à m'intéresser à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que il y a les femmes et puis il y a les putes, bon, on va utiliser le mot, Mmh. courant, j'ai envie de dire, et que quelque part, le glissement entre, je le suis pas et je le deviens, bah, les gens ils le maîtrisent pas du tout. Ils voient pas du tout comment on peut passer de l'un à l'autre, en fait, finalement, et je pense que Mmh. ça contribue beaucoup à ce que les prostituées soient très mal vues parce qu'on se dit: «C'était forcément des mauvaises personnes à la base, quoi», grosso modo. Je pense que c'est un peu, enfin, je sais pas si vous Bah, l'avez, il y a un ouvrage en entier là-dessus, hein, de Gail Feterson, le stigmate de la putain, c'est un concept qu'elle déploie dans le prisme de la prostitution, qui dit en gros, voilà, le stigmate de la putain, c'est cette espèce de fouet qui vous remet à votre place en tant que femme et qui vous empêche d'aller chercher de l'autonomie, qu'elle soit sexuelle ou financière. Et d'accord. donc, le stigmate de la putain, c'est les deux à la fois, hein. Donc forcément, oui, moi je n'avais pas conscientisé toutes ces choses-là, mais moi j'ai vraiment vu un avant et un après. Ce qui était assez rigolo parce que j'ai un tatouage d'une fleur de lys, un symbole québécois dans ce cas-ci, sur une omoplate. Et on m'avait déjà dit, tu sais, c'est comme comment ils marquaient les criminels au fer rouge en France. Et du coup, je trouvais ça drôle parce que criminel, ça pouvait très bien être les prostituées, les femmes. On leur rase la tête et on leur imprime une fleur de lys au fer rouge sur l'omoplate. Donc je me disais, j'avais déjà la marque, donc j'ai pu assumer facilement. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur votre métier en termes d'avantages, d'inconvénients, si on peut appeler ça comme ça? Est-ce que c'est précaire? Est-ce que vous estimez que c'est précaire? Est-ce que ça vous va, en fait, quelque part, par rapport à votre propre façon d'envisager votre vie? Moi, ça me convient. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, hein, c'est pas toujours rose. Il y a des situations plus difficiles que d'autres, mais j'ai assez de marge de manœuvre dans mon métier pour favoriser des bonnes conditions d'exercice. Et par exemple, je maintiens maintenant un genre de carnet, un carnet de balles pour reprendre l'expression de Grisi Lady Real, euh, qui était une célèbre prostituée suisse des années 60-70 qui a écrit des bouquins. Donc son carnet de balles. Moi, j'écris notamment une petite note sur le taux d'énergie que j'ai à la fin d'un rendez-vous. Donc je peux dire, voilà, c'était un excellent rendez-vous. Non pas la personne, hein, bien le rendez-vous. Je me sens énergisée. Au contraire, je peux être complètement vidée, ou ça peut être un peu quelque part entre les deux. Ben voilà, c'est le taf, hein, et ouf, ça a été quand même un peu dur. Et ça me permet de visualiser beaucoup mieux quand le métier va moins bien dans ma vie et si ça peut commencer à être trop dur pour moi. Et donc, ça me permet de rectifier parfois le tir, de me séparer de certains clients qui me tirent du jus, de changer mes conditions d'exercice. Je gagne assez bien ma vie financièrement pour avoir cette marge de manœuvre. Et maintenant, j'exerce dans un milieu que je possède, un appartement dédié à cet exercice.
Et donc, ça me permet d'avoir plus de clients qu'avant lorsque j'étais en déplacement sans voiture, que j'étais extrêmement militante aussi. Et enfin, voilà, je peux dire que je gagne bien ma vie alors que j'étais plus près du SMIC pendant les 7-8 premières années de mon exercice. J'aime mon travail, j'aime les conditions qu'il m'apporte et il est très probable que si je ne l'exerçais pas, je serais précaire, notamment parce que j'ai un handicap invisible, j'ai des douleurs chroniques qui me fatiguent énormément. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai quitté partiellement l'écriture, qui me demandait d'être immobile longtemps. Maintenant, dans le métier, voilà, si physiquement j'ai mal, je prends un ou deux cachetons avant de prestation et j'ai que 1 heure, 2 heures à tenir. Et une fois que je suis dans mon milieu, dans mon élément, je suis un peu comme l'actrice sur scène, je rentre dans ma zone, je suis là entièrement pour l'autre personne. Et la douleur, elle n'est plus consciente. Donc, à la fin de la journée, je suis pas complètement épuisée, ou je le serais de toute façon, mais d'avoir travaillé 1 heure, 2 heures me permet de gagner confortablement ma vie sur une journée. Et ça, je pourrais pas avoir un travail qui me permet de faire ça avec les douleurs chroniques que j'ai, qui sont reconnues hein, comme handicap en France. Toujours pour rester dans l'idée d'apporter un témoignage le plus éclairant possible, pour vous, un rendez-vous qui s'est bien passé et pour vous, un rendez-vous qui s'est mal passé, c'est quoi? Un rendez-vous qui s'est bien passé, c'est un rendez-vous où je sens que j'ai été utile, que j'ai été à ma place, avec une personne respectueuse de ma démarche, de ma façon de travailler, de mes conditions, qui n'a pas cherché à négocier, qui m'a demandé mon consentement lorsque ça semblait nécessaire, lorsqu'il n'y avait pas un consentement implicite clair. Donc, c'est une personne qui semble satisfaite en partant et qui ne m'a pas voilà, physiquement éprouvée non plus. Parce qu'il y a certains rendez-vous qui sont physiquement éprouvants et c'est pas la faute de la personne. C'est plus voilà, la physiologie, les angles, l'obésité parfois qui fait que les positions sont restreintes et plus acrobatiques. Et voilà, ça c'est un rendez-vous qui va être plus difficile physiquement, mais après émotionnellement, il y en a parce que les personnes j'ai l'impression que je suis là pour rien, que je leur apporte pas quelque chose à la hauteur de la qualité que je voudrais, ou encore elles sont brusques, elles sont pas à l'écoute, elles attendent finalement que je pose des noms fermes, je suis obligée d'être alerte pour pas qu'il y ait des dépassements de mon consentement sur mes pratiques. Ou encore, voilà, à la fin, gratte du temps, essaie de ne pas partir, essaie de manipuler. Ça, ce sont des rendez-vous extrêmement vidants. J'avais une question à vous poser qui était de savoir si votre métier est un choix ou même éventuellement une passion. Je pense que vous avez répondu en partie, mais peut-être que vous voulez rajouter autre chose. Non, j'ai pas, j'ai pas une passion particulière pour la bite de Jean-Michel, hein. C'est une façon assez claire de le dire. C'est une boutade assez courante dans notre métier. D'accord. Donc maintenant, une série de questions dont je vous ai parlé tout à l'heure qui me paraît importante, c'est quelle vision avez-vous de vos clients ou de certains de vos clients? Peut-être que vous les classifiez, comme on vient de le dire, sur ceux qui vous paraissent plus agréables, on va dire, à gérer que d'autres. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Et puis dans un second temps, pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils viennent vous voir? Qu'est-ce qui les amène à payer pour du sexe en particulier? Je pense que les deux questions se retrouvent de toute façon. Moi, j'ai toujours été dans une forme d'accompagnement. Je sais qu'en France, on utilise beaucoup le terme accompagnement sexuel pour parler finalement de travail sexuel avec des personnes handicapées au sens assez large. Moi, je considère que je fais de l'accompagnement de toutes sortes de personnes, qu'elles aient des handicaps ou non. Il y a des personnes qui ont des handicaps qui viennent parce qu'ils veulent baiser, qui veulent se faire démonter sur leur fauteuil électrique. Et il y en a d'autres qui ont besoin d'être dans un processus de mise en capacité, d'apprentissage, d'éducation sexuelle, de prendre confiance en soi. Mais il y a des personnes aussi valides qui ont eu des vies émotionnelles compliquées, affectives, ou des mauvaises expériences sexuelles par le passé, hein. J'ai quelqu'un qui m'a dit, moi j'ai déjà accouché, donc c'était pas la première.
Et là, je suis arrivée pour l'embrasser, pour le détendre. Et là, il m'a dit ça, par contre, j'avais jamais fait. Donc voilà, il y a des expériences qui peuvent être assez chaotiques et on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Mais les personnes qui viennent à moi dans cette démarche sont les personnes que je préfère. J'ai l'impression d'être à ma place. Je les rassure, je les informe, je leur pose des questions souvent pour savoir où ils en sont. Est-ce que ça va? Est-ce que je continue? Est-ce que tu as envie de faire ceci? Donc, je suis force de proposition et j'ai l'impression que c'est là où tous mes talents sociaux sont valorisés, relationnels, toutes les connaissances que je peux avoir en psychologie appliquée. Donc là, je me sens vraiment utile et je sens que je me distingue peut-être de s'ils avaient été voir n'importe quel autre de mes collègues, un peu au hasard, hein, chacune apporte quelque chose. On dit souvent il y a un client pour chaque travailleuse du sexe et il y a une travailleuse du sexe pour chaque client. Mais moi, je me sens à ma place dans ce genre de situation. Après, depuis que je reçois dans cet appartement, j'ai beaucoup plus d'hommes mariés. Donc, un client qui, une cinquantaine d'années, se retrouve dans un mariage avec des enfants, aime sa femme, aime sa vie de famille en tout cas, mais le feu n'y est plus, le désir n'y est plus, ne cherche pas à bouleverser son couple, ne cherche pas à divorcer, à se séparer mais cherche à vivre d'autres expériences, soit parce qu'il en avait l'habitude avant de se mettre en couple et voilà, ça lui manque et il cherche une solution, soit parce que bah, c'est des personnes qui ont été mis en couple jeunes et n'ont pas eu d'autres expériences et ont un peu l'impression de passer à côté de quelque chose et donc sont dans une démarche d'auto-exploration. Encore une fois, moi, ce genre de personnes-là, ça me donne énormément de sentiments d'accomplissement dans mon travail. Mais bah, voilà, une personne mariée ou récemment divorcée ou veuve qui vient pour consommer du sexe et de la relation affective d'amante temporaire, amante de passage, bah, ça me convient aussi. Ça me donne pas le même sentiment d'accomplissement. C'est quelque chose qui me va et je comprends la démarche. J'avais deux questions du coup par rapport à tout ce que vous venez de me dire. C'est que notamment vous disiez tout à l'heure que que vous embrassiez, qu'il vous était arrivé d'embrasser un client qui disait qu'il ça et par contre il n'avait jamais fait. Et il y a une légende urbaine qui veut que les prostituées n'embrassent pas. Mm. Oui, bah il y a un titre d'un livre hein, qui est Moi je n'embrasse pas, qui était un livre sur un homme travailleur du sexe dans la rue et jusque dans les années 2000, c'était plutôt la norme de ne pas embrasser. Euh, et ça l'est encore dans la rue hein, de ne pas embrasser. Par contre, on a vu la montée d'un type d'exercice, bon, avec l'escorting, qu'on appelle le GFE, le Girlfriend Experience, l'expérience de la petite amie. Alors, ça vient des États-Unis hein, comme dénomination, mais en gros, bah, ce sont les personnes qui embrassent. L'escorte, elle est proche du client, elle est comme une amante temporaire. Moi, l'homme qui vient me voir, je dois lui faire sentir qu'on se connaît depuis toujours et qu'on a eu l'habitude de se voir et que ça marche comme sur des roulettes parce qu'on est ce bon plan cul, cette bonne vieille amie qui vous écoute ou avec qui vous avez un bon délire sexuel. Et donc on embrasse si c'est ce que la personne souhaite. Parfois il y a des gens qui le font avec un supplément, mais, euh, mais voilà, c'est le type de proposition. Il y a un autre nom qui est moins courant en France, mais qu'on entend beaucoup en Amérique du Nord, c'est le PSE. Donc le GFE existe à côté du PSE. C'est le Porn Star Experience. Et là, on parle de personnes qui jouent la porn star un peu au lit avec vous, donc pratiquent la sodomie, n'embrassent pas, alors que la GFE vont être plus ouais, sur ce côté très câlin, très proche de la petite amie, quoi. Alors, je vais revenir sur une des questions que je vous ai posées tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui les amène à payer pour du sexe? Alors, je précise ma question. À l'heure, on est en 2023, à l'heure où les applications de rencontres, dont on pourrait penser qu'elles ont favorisé ou qu'elles favorisent largement, par rapport à l'ère avant internet, les plans cul, qu'est-ce qu'un homme marié qui ne trouve plus ce qu'il lui faut en termes de sexualité dans son couple, qu'est-ce qui peut l'amener à préférer payer pour du sexe qu'à aller chercher, l'adultère tout bonnement? Bah déjà, il y a un côté très sûr, c'est-à-dire que nous, travailleuses du sexe, on ne ressollicite pas les personnes, on n'entre pas dans leur vie.
On est là pour la parenthèse. Par contre, on ne va pas demander au mec qui quitte sa femme. On ne va pas interférer avec sa vie de famille. On n'est pas dans des notions d'attachement traditionnelles, hein. On peut vivre de l'attachement, mais il est autour d'une relation tarifée, ce qui donne un cadre qui est très rassurant. Il y a aussi le fait que, bah voilà, pour choper sur les applis de rencontre, il y a quand même tout un décorum, toute une procédure de séduction qui peut être assez fastidieuse, qui peut être aussi coûteuse et qui, au final, n'assure pas de pouvoir trouver chaussure à son pied. Dans le travail sexuel, on a un peu le catalogue et on peut regarder si quelqu'un colle avec ce qu'on cherche. Moi, il y a un catalogue de pratiques sur mon site. Les gens peuvent voir si déjà, au niveau des pratiques, de ce que j'aime faire ou que j'accepte de faire, ça colle. Il y a les photos. Moi, j'ai aucune raison de refuser une personne qui soit respectueuse, qui respecte ma démarche, mes conditions, à condition qu'elle paye. Donc, c'est une facilité énorme. Et je dirais même que pour certaines personnes, c'est une béquille. C'est-à-dire des personnes beaucoup plus jeunes qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience et qui des fois viennent, bon, pour prendre de l'expérience, quelques rencontres, je trouve ça correct comme démarche, mais parfois ça m'inquiète de voir des personnes début vingtaine dépenser des sommes assez considérables alors qu'ils sont pas très avancés dans leur carrière pour venir avoir une relation avec moi parce que au final j'ai l'impression que ça devient une béquille qui les empêche de prendre un peu leur envol. Moi, à titre personnel, comme j'aime bien voir des gens prendre leur envol, je trouve ça un petit peu dommage. Ça m'inquiète. Dans certains cas, je leur en parle d'ailleurs. Mais voilà, c'est un peu la facilité, hein, je dirais. Et parfois, tu as même des personnes qui considèrent qu'elles font une bonne action. Voilà, surtout avec le profil de personnes que je présente. Voilà, je fais de l'accompagnement sexuel, je suis tellement humaniste, je suis tellement une bonne personne. Ah bah, forcément, ils se disent, bon bah voilà, elle, je veux la soutenir, elle fait que du bien dans sa vie. C'est une sainte, c'est une mère Teresa. Bon, voilà. Il y a des exagérations là-dedans, mais en tout cas, je pense qu'il y a des gens qui sont contents de soutenir financièrement quelqu'un qui a une démarche comme la mienne, par exemple. Et c'est pas si rare que ça. Bon, je souriais en sourdine, hein, j'essayais de ne pas perturber le cours de l'interview, mais c'est intéressant tout ce que vous nous dites. Alors, Bah, on a, juste peut-être pour compléter, oui, il y a aussi les étudiantes qui vivent ce genre de circonstances, hein. La personne qui va payer pour des services sexuels avec une étudiante va se dire, bah, je l'aide dans ses études. Et, et du coup, il y a des gens parmi nous qui sont étudiantes très très longtemps, bizarrement. c'est le pitch de la Sugar Baby, là, pour le coup. Oui, 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 tout à fait. Mm. Tout à fait. Et donc, voilà, moi j'ai été étudiante jusqu'à 32 ans. Après, c'était pas tout à fait faux. Mais il y a un moment où on peut plus le jouer. Alors, une question, surtout la dernière le dernier grand type de question que j'avais envie de vous poser, c'est quelles répercussions votre métier donc d'escorte a-t-il sur votre vie sociale, sur votre famille, par rapport à votre mari, puisque vous êtes marié, vos enfants éventuels, je ne sais plus si vous avez des enfants. Alors moi, je n'ai pas d'enfant et je réfléchissais récemment au fait que si j'en avais, je n'en parlerais pas. Parce que ça les expose énormément, ça expose nos proches hein, lorsqu'on est travailleuse du sexe et que on est public. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai pris la parole publiquement, j'ai été militante, j'ai été très visible dans les médias et il y a eu voilà, c'est un peu comme le coming out LGBT, hein. Il y a des phases et on n'a jamais fini de faire un coming out parce qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on lui dit voilà, je suis travailleuse du sexe et puis il faut s'expliquer, se justifier. euh, ou encore il y a des questions voyeuses. Donc on vit tout le temps des conséquences de ça. Et c'est vrai que dans mon voisinage, par exemple, c'est pas un sujet. C'est, on va pas me connaître sous Cybèle L'Espérance. Mais par contre, dans tous les milieux militants dans lesquels j'évolue, je me présente maintenant comme Cybèle, parce que je trouvais ça beaucoup plus simple que tout le monde sache que j'étais travailleuse du sexe. Et Cybèle, ça venait avec cette identité-là. Donc, quand on connaît ce nom-là, c'est qu'on sait que je suis travailleuse du sexe. Pour ce qui est de mon mari, moi, je l'ai rencontré après avoir commencé. J'exerçais déjà depuis quelques années. Et, euh, et en fait, il m'a connue comme ça. Donc, notre relation elle s'est construite autour de ça. Ce qui peut être un peu compliqué, c'est l'impact que mon travail peut avoir sur notre vie sexuelle. Mais notre vie sexuelle a aussi ses propres dynamiques qui sont à l'extérieur de mon travail. C'est Alors vrai vous dites, que...
Oui. Quand vous dites que vous l'avez rencontré comme ça, c'était un client à la base? Non, du tout. J'étais juste travailleuse du sexe déjà à ce moment-là. C'est ce que je veux dire par comme D'accord, ça. ok. Ça n'a jamais été un client. Bon, j'ai déjà dit à la blague que c'était mon client à 100% de rabais, hein, mais bon. Lui, il a toujours eu une promo. Bon, Vous voulez dire il l'a toujours su, en fait, dès le début? oui, c'est ça. Il était au courant. Donc, en fait, il n'y a pas eu la question de comment je lui annonce. Voilà, on s'est rencontrés dans un contexte qui n'était pas un site de rencontre ou autre. Et donc, ça s'est fait un peu naturellement. Bon, naturellement dans le sens assez large, hein, parce que j'ai émigré dans le cadre de notre relation, mais je cherchais aussi à émigrer. Donc, ça a eu un impact un peu sur comment notre relation s'est formée. Mais au final, c'est pas le travail du sexe qui a le plus structuré notre relation. La réalité, c'est que quand j'ai immigré, j'ai pris une pause quand même, un peu en me disant, bah voilà, tu vas pas faire ça toute ta vie, ce que se disent pas mal de gens au début. Et c'est vrai que dans notre métier, on a un turnover important. C'est quelqu'un qui pratique depuis 2 ans, c'est une ancienne déjà, c'est quelqu'un qui a de la bouteille. Il y a beaucoup de gens qui l'exercent quelques années, puis ensuite font faire autre chose, et puis hop, il y a un coup dur de la vie, et reviennent quelques mois, elles voient un client par mois, elles gardent un régulier pendant plusieurs années, mais ne font plus le travail autrement. Bah, c'est vrai voilà, c'est un métier extrêmement fluide là-dessus et de dire, bon, bah voilà, en fait, là, je vais faire ce métier pour un grand pan de ma vie. C'est quand même une grosse décision et moi, je l'ai prise bah, avec la douleur qui est revenue et qui a pris vraiment plus de place. Et voilà. C'est votre santé qui a beaucoup impacté cette décision, finalement. Oui, c'était un mix de la santé, de là où j'en étais avec mon mari et notre vie commune, parce qu'il y avait aussi ça. Moi, je vivais pas avec lui pendant, bah, avant le mariage, parce que j'étais à l'étranger, j'étais au Canada, et forcément, lui ne voyait pas le quotidien qui vient avec le travail sexuel, de me voir partir au travail. Donc ça aussi, ça a été des questionnements, et c'est ce qui m'a dirigée aussi vers l'accompagnement sexuel en arrivant en France. C'est que là, il y avait tout un cadre qui pouvait être rassurant, il y avait un peu une formation qui parle de la loi en France. J'ai pu en apprendre plus long vraiment sur la façon dont les gens exerçaient. J'avais une communauté et tout ça, ça a permis un peu de rassurer, de poser le cadre. Et après, c'est vrai que le fait d'être une personne publique, ça veut dire que toute personne qui sait qu'on est ensemble sait que bah, mon mari elle, a une vie non conventionnelle de mari, de travailleuse du sexe. Donc, c'est un coming out qui vient. Lui, il n'a rien demandé en fait, mais il est forcément impliqué dans toute prise de parole publique, à toute personne à qui je parle de mon métier. Ça l'implique forcément en tant que proche. Vous disiez que votre voisinage, enfin, si j'ai bien compris, ne sait pas quelle est votre activité? Ouais, la grande majorité de mon voisinage ne m'a jamais demandé ce que je faisais comme travail. Et c'est vrai que je suis assez discrète. Euh, bon, il y a des personnes avec qui j'ai déjà eu ce genre de discussion, mais c'est vraiment très très peu parce que j'ai pas envie que les clichés viennent s'ajouter, teinter notre relation, qu'on commence à surveiller mes allées et venues ou celles d'amis, de personnes qui me rendraient visite, et même chose au local où j'exerce. Qu'on commence à surveiller les clients. J'ai très peur notamment que les clients soient perçus comme de potentiels agresseurs, parce qu'il y a des gens qui les voient comme des délinquants sexuels. Et donc, voilà, un client qui arriverait, oh mon Dieu, il va croiser nos enfants, mais comme si ce n'était pas vos pères, vos frères, vos fils, vos amis qui sont aussi des clients. Hein. C'est vraiment des hommes lambda qui viennent nous voir. Et je pense que ouais, la stigmatisation dans les questions de voisinage, pourrait commencer à m'attribuer des nuisances. Voilà, comme beaucoup d'escortes, moi je veux faire profil bas et pas déranger, et pas susciter une suspicion. Et je pense que c'est mieux pour le bon voisinage de façon générale. Je rebondis quand même sur ce que vous dites parce que moi ça m'étonne beaucoup. Alors, je vous donne un exemple. Moi j'ai une voisine qui a un certain âge, que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais si demain je lui dis que j'écris des romans BDSM, après-demain tout le village le sait, quoi. Hein. Donc je me pose la question quand vous me dites que vous en avez parlé avec certaines personnes de voisinage, je me demande si les gens vous en parlent pas parce qu'ils le savent tous et qu'ils verraient même pas comment aborder le sujet ou que pour eux peut-être parfois c'est même pas un sujet. Enfin.
Ah ben ça c'est possible, hein. Moi ça a été de toute façon une stratégie de coming out générale au fil des années, de dire à un cercle de plus en plus grand que je suis travailleuse du sexe. Et un peu pour faire que, comme quand il y a une personne nouvelle qui arrive dans le cercle, donc je vais donner l'exemple, je vais m'impliquer au planning familial de ma région. Euh, Là, je me suis présentée comme Cybèle L'Espérance. Les trois quarts des gens savent que je suis travailleuse du sexe. Et du coup, quand je prends la parole et que j'ai besoin de dire un truc sur le travail du sexe, des personnes qui me connaissent pas vont l'apprendre. Et ils vont l'apprendre tout en voyant 15 autres personnes ne pas sourciller du tout. En fait, je cherche à rendre le truc normal. Et d'une certaine façon, si un jour les personnes l'apprennent et sont choquées, mais j'aurais envie de leur dire, mais quoi, tu savais pas? Tu sais que la vidéo que j'ai faite, elle a été vue par 40 millions de personnes. Je pensais que la France entière le savait. Je pensais que tu savais. Voilà, vous n'avez pas remarqué alors que ça fait 3 ans que j'exerce ici. C'est un peu mon point de vue. Après, j'avoue que le fait d'être mariée fait que les personnes ont très très peu de suspicions. Voilà, une femme mariée respectable comme moi. Et si, et si ça se trouve, eux-mêmes sont dans des soirées BDSM. Qu'en sait-on, hein? Oui, bah clairement, il paraît que dans le BDSM, il y a entre 20 et 50% de pratiquants. C'est-à-dire qu'on Ouais. en croise tous les jours sans le savoir, hein, soyons clairs. Mais bon, je note, excellente stratégie de communication, pas mal du tout. J'essaie de me préserver. C'est vrai que le fait de ne pas avoir d'enfant fait en sorte que j'ai un peu plus de marge de manœuvre. Après, c'est vrai que voilà, là, je me suis installée dans un quartier où je connaissais déjà des gens, donc je ne veux pas faire comme si ça n'existait pas. Je suis juste assez prudente dès lors qu'il y a des enfants dans les parages. Voilà, je vais parler de façon beaucoup plus évasive de mon métier. Et c'est vrai que quand on me pose la question, bah, je réponds souvent que je travaille avec des handicapés, ce qui est pas faux non plus. J'accompagne des personnes handicapées. Donc, je fais pas que ça, mais j'accompagne des personnes pas handicapées du tout dans des lits, mais, mais voilà, ça fait une partie des lits ou ailleurs, hein, on s'entend. Mais Une question que je vous avais déjà posée dans la première interview, c'est envisagez-vous d'exercer encore longtemps ce métier? bah moi, ça dépend vraiment de l'âge de la retraite. Il faut manifester encore là, voilà. Euh, mais de toute 65 façon, ans, il reste un peu de temps, oui. oui, oui, bah, il reste 23 ans, donc un petit peu de botox, un petit peu d'entretien, pas mal de salles de sport, on mange bien. Voilà, et tant que mon corps me permet d'exercer, sans que je doive voilà, utiliser des allocations handicapées ou tenter d'avoir un autre boulot moins bien payé, je vais le faire, hein, et j'organise ma retraite en conséquence, c'est-à-dire que je suis étrangère, moi je l'ai pas constituée, la retraite de toute façon, donc j'essaie de faire des placements, d'obtenir de l'immobilier, un peu voilà, mon assurance euh, chômage ou retraite à moi-même. Donc je suis obligée de penser à ça et c'est pour ça sans doute aussi que je suis obligée de faire plus d'argent dans ces années-ci, qui sont, hein, la quarantaine, c'est de très bonnes années hein, pour exercer. On a ce mythe comme quoi les personnes dans la vingtaine sont celles qui sont très en demande et tout, alors qu'en fait, elles sont en demande par un certain type de clients qui cherchent la jeunesse, etc. Mais il y a énormément de gens qui cherchent des femmes parfaitement normales, d'expérience, à l'aise avec leur corps, qui connaissent bien la sexualité, qui sont moins discriminantes, qui en ont vu d'autres en fait et qui souhaitent des femmes de leur âge aussi. Donc, quand on a 40 ans, on a des plus jeunes de 30 ans, des plus vieux de 50 ans. Voilà, on a tout le panel qui peut venir à nous et ce sont en général aussi des clients de meilleure qualité parce que ils cherchent pas la jeunesse à tout prix. Ils sont moins dans une dimension de consumérisme. Qui mettent la pression. Donc oui, moi je vais continuer tant que c'est possible et je vais m'entretenir en conséquence, je vais investir en conséquence. Et puis le jour où ce sera plus possible, bah tout sera plus possible, j'arrêterai. L'interview touche à sa fin. Avez-vous envie d'ajouter quelque chose à votre témoignage, quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, j'aimerais rappeler que l'immense majorité des travailleurs, travailleuses du sexe, des associations de travailleurs et travailleuses du sexe ne réclament pas la réouverture des maisons closes au sens large, au sens français du terme. On souhaite pouvoir exercer librement, comme le feraient des masseurs, masseuses bien-être, que ce soit de chez nous, ensemble, en collectif. On souhaite être sous le même régime de protection sociale que les autres travailleuses. On a envie de ne pas avoir la criminalisation de nos clients, d'avoir du pouvoir, de pouvoir négocier, de pouvoir prendre la carte bancaire,
Donc, l'immense majorité demande cette décriminalisation-là et non pas un régime qui serait très, très contrôlant de nos vies. On est des personnes capables, on est capable de prendre le contrôle sur nos vies, on est capable d'aller chercher de l'aide, de s'entraider. Et les personnes qui souhaitent arrêter, bah, on les aidera à arrêter aussi. C'est nos collègues, on fait attention à eux. Il y a une entraide entre les Ah bah, travailleurs du sexe. c'est un milieu très hostile, mais c'est un milieu très solidaire. C'est un des grands paradoxes de tout ça. Mais c'est une galère et les galériens en général, ils se soutiennent. D'accord, donc voici qui clôt cette interview. Je vous remercie chaleureusement pour votre témoignage. Merci de contribuer à éclairer les auditeurs de mon podcast avec votre expérience et qui sait, peut-être nous reverrons-nous pour un prochain épisode. Merci. J'ai maintenant le plaisir de vous faire écouter un témoignage rare, celui d'un homme travailleur du sexe, Larry. Bienvenue Larry et merci d'avoir accepté que je t'interviewe. On se connaît maintenant depuis quelques mois puisqu'on a mis en place un partenariat d'échange de visibilité. J'héberge notamment ton podcast sur le mien ainsi que sur ma chaîne YouTube. Donc, peux-tu commencer par te présenter? Bonjour, donc je m'appelle Larry, j'ai 52 ans, j'habite en Île-de-France et je suis le créateur du site d'information sur le BDSM univers-bdsm.info. Ce site, je l'ai créé il y a plus de 6 ans maintenant. En début d'année prochaine, ça fera 7 ans. C'est un gros projet sur lequel en fait je passe quasiment tout mon temps. C'est mon activité principale. Est-ce que tu peux nous parler de tes éventuels métiers antérieurs? Alors, à l'origine, j'étais informaticien, c'est-à-dire j'ai fait des études informatiques à l'université. Ensuite, j'ai travaillé dans différentes sociétés pendant pas mal d'années. Il y a quelques années, j'ai décidé d'arrêter pour totalement me réorienter vers autre chose. Et donc, le BDSM, ça a été ma façon de me réinventer. C'est-à-dire, j'en fais depuis très longtemps, depuis que je suis adolescent en fait. Mais complètement se réorienter vers ce genre d'activité, c'était une réinvention totale. Donc voilà, j'ai tenté ça. Et ça fait à peu près 7 ans que je travaille sur ça, sur ces différents projets qui sont tous reliés au BDSM. Dans le cadre de l'article qui nous intéresse aujourd'hui, les travailleurs du sexe, peux-tu me dire ou peux-tu nous dire aux auditeurs quelles sont tes activités, tes activités en tant que travailleur du sexe? Alors, depuis le début de cette année, je me suis lancé là-dedans. Ça faisait un certain temps en fait que j'y pensais, mais j'y avais jamais vraiment pensé sérieusement. Et puis finalement, je me suis dit, oh, pourquoi pas? J'avais quelques hésitations parce que j'avais un peu peur de pas être à la hauteur en fait. Et finalement, je me suis dit, non, je vais me lancer. Donc, ce que je fais en fait, c'est une activité qui est totalement parallèle à mes activités donc d'explication du BDSM, d'information. Pour ça, j'ai choisi une identité totalement distincte pour bien séparer ces deux activités que j'ai appelé le GML, c'est-à-dire le grand méchant Larry. Et j'ai utilisé ce terme-là parce que j'ai trouvé que c'était assez marrant, que ça tombait quand même un peu dans le contexte du BDSM, même si bon, derrière, en réalité, je suis pas vraiment méchant, évidemment. Faut-il le préciser? C'est quand même utile de le préciser, ouais, parce que les gens, ils se font beaucoup d'illusions sur ce que c'est que le BDSM. D'accord. Et donc, ça fait quelques mois maintenant que tu exerces cette activité-là. Voilà, exactement. Tu peux nous en parler un peu plus en détail, qu'on comprenne en pratique de quoi il s'agit? Alors, de façon un peu simplifiée, bien sûr, je précise une chose, je me suis restreint uniquement à travailler avec des femmes. Je vais pas vous faire le détail exact de pourquoi, mais je me suis aperçu notamment qu'avec les hommes, il y avait un gros problème de compréhension, c'est-à-dire que ils comprenaient pas ce que je veux faire, c'est-à-dire moi je propose du BDSM. Et la plupart des personnes qui m'appellent, ce sont des hommes qui veulent pas du BDSM. Donc je m'en aperçois tout de suite et je dis non, je suis désolé, c'est pas ça que je fais moi. Donc maintenant, je dis immédiatement dès qu'un homme me contacte non, parce que c'est toujours pour me dire des choses qui sont pas du BDSM. C'est-à-dire qu'ils veulent quoi? Ils veulent du sexe en fait. Typiquement en fait, ils me demandent des choses du genre est-ce que tu es actif ou passif? Mais actif et passif, ça n'a pas de sens dans le contexte BDSM. Dès qu'ils me disent ça, je comprends ce qu'ils veulent dire. Ce qu'ils veulent dire, c'est est-ce que tu es là pour faire des rapports sexuels classiques,
mais c'est pas ce qui m'intéresse moi, et encore moins parce que je suis pas intéressé par les hommes, alors évidemment ça m'intéresse encore moins, et du coup je me suis aperçu que quasiment tous ceux qui m'appelaient, c'était pour ça. Donc ils lisent pas en fait ma fiche, et du coup ils comprennent pas que ce que je propose c'est que du BDSM. Cela dit, les femmes sont pas tellement mieux, hein. Elles non plus, elles lisent pas ma fiche. Donc quand elles m'appellent maintenant, je suis méfiant et je précise tout de suite, vous avez bien compris que je propose de fournir du BDSM, des services BDSM. La plupart du temps, elles n'avaient pas compris en fait, et donc finalement elles disent ah non moi le BDSM ça m'intéresse pas. Donc en fait j'ai la quasi-totalité des appels qui sont dès le départ pas des appels de personnes qui ont lu ma fiche, qui est très claire, hein. Sur ma fiche c'est très clairement indiqué que je ne fais que ça. Et du coup, il y a un gros problème de compréhension, donc la conversation s'arrête très vite. Parce que je leur dis, non, moi je fais du BDSM. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu appelles du BDSM? Parce que c'est très très large le BDSM. Qu'est-ce que tu proposes comme pratique en fait, hein? Rentrons dans le vif du sujet. Justement, un peu tout ce qui est dans le BDSM, avec des limites, hein, bien sûr, parce que, bien entendu, je connais pas mal de choses, hein, ça fait très longtemps que je fais du BDSM. Mais ce que je fais, moi, avec des copines, par exemple, évidemment, ce sont les choses qui me plaisent et qui leur plaisent, bien entendu. Donc, il y a quand même des limites à ce que je fais le plus souvent. Mais il y a plein d'autres choses que je peux faire, même si c'est pas des choses que moi je fais habituellement quand j'invite une copine, par exemple. Mais cela dit, il y a quand même des limitations dans ce que je connais, dans ce que je veux bien faire, ce qui m'intéresse en fait, et dans ce que je peux faire. Parce qu'il y a des choses que je sais pas faire et qui sont soit trop dangereuses, soit qui demandent vraiment un savoir-faire en fait, hein, que je n'ai pas. Donc là, je dis, je suis désolé. Mais ça laisse quand même énormément de marge de manœuvre, hein. Donc, je demande à la personne, écoutez, qu'est-ce que vous voulez en fait? Et j'ai déjà une liste de choses parce que j'ai créé un petit site web dans lequel je présente justement les activités typiques BDSM que je propose. Et dans la discussion, je dis, vous, c'est quoi le genre de choses qui vous intéressent? Quels sont vos fantasmes? Quelles sont vos pratiques pour celles qui en ont déjà fait? Et ensuite, on discute et on voit ce que je peux faire, donc que je suis capable de faire et que je veux bien faire aussi. D'accord. Et pour être un peu plus pratico-pratique, qu'est-ce qu'elle recherche? Typiquement, ça va être des choses du genre bondage, donc immobilisation sur le lit par exemple. Ça va être des choses du genre humiliation de différents types, et puis des choses du genre fessée, ce genre de choses. Ça, ce sont les bases. Donc après, on peut rajouter tout un tas de choses du genre plug anal gonflable, travail des seins, ce genre de choses. Mais la base, c'est ça en fait. Et quelles sont tes limites? Quelles sont les choses que toi, tu ne veux pas faire? Alors, il y a tout simplement des choses que j'ai jamais fait et que je veux pas tenter quand elles sont trop risquées à mon sens. En général, pour les personnes qui m'ont contacté pour l'instant, sont des personnes qui demandent des choses qui sont assez basiques, assez simples. Donc, il n'y a pas de problème. Des choses du genre bondage sur le lit, par exemple, hein, c'est tellement basique que j'ai pas de questions à me poser. Les choses dont je me méfie sont les personnes qui ont des fantasmes qui ne sont pas du tout reliés à la réalité. C'est un gros problème dans le BDSM, ça. C'est que beaucoup de gens ont plein d'idées, plein d'envies, etc. C'est normal. La plupart des gens ont des fantasmes. Et le gros problème sont les gens qui en ont pas vraiment fait encore du BDSM ou qui en ont à peine fait. Et du coup, qui ont des fantasmes qui sont très souvent très irréalistes, très exagérés. Et un des gros problèmes que je rencontre et que j'ai toujours rencontré, hein, c'est-à-dire avec toutes les personnes avec qui j'ai pu faire du BDSM ou avec qui j'ai pu en discuter, c'est que la plupart des gens ne savent pas en fait à l'avance, c'est normal, qu'est-ce qui va réellement leur plaire ou pas. Et donc, dans un cadre TDS, il faut faire vraiment très attention à ça parce que si jamais on se lance, par exemple, parlons d'une chose toute simple, une fessée. Une fessée, c'est tellement basique que je me pose pas vraiment de questions. Mais là, il y a le problème de l'intensité et parfois j'ai des surprises. Alors, en dehors du TDS, j'ai déjà eu le problème. C'est que je commence une petite fessée de base avec une fille qui était parfaitement d'accord, qui pensait que ça la branchait, que c'était à fond ce qu'elle voulait. Et finalement, non, c'est beaucoup trop pour elle, oulala, au secours, on arrête. Et donc, dans le TDS, il y a exactement ce problème-là. Donc, faut être super, hyper prudent avec ce que les personnes demandent par rapport à ce qu'elles sont capables de faire, capables de recevoir, et par rapport à la réalité, quoi. Parce que les personnes, elles ont trop souvent un décalage fort entre la réalité et la fiction.
Tu as d'autres exemples de décalage ou de demandes qui paraissent irréalistes, qui sont fondées sur des fantasmes qui n'ont pas été confrontés à la réalité? Alors oui, j'ai déjà eu des exemples du genre de faire des choses un peu exhibitionnistes. Alors je viens justement de faire un épisode de podcast où je parle de ça, où je parle de mes scrupules et du fait que l'exhibitionnisme en soi, je suis contre, mais il existe d'autres formes d'exhibitionnisme plus discrètes. Et j'ai déjà eu effectivement des grandes discussions, mais là, ça n'avait pas été jusqu'au bout, où quelqu'un m'avait proposé de faire des choses en fait à l'extérieur et d'aller visiter des sex shops, ce genre de choses. Sur le principe, j'étais d'accord, mais la personne après, elle était partie dans des délires qui étaient un petit peu effrayants. Et moi, j'essayais de la calmer en disant attends, doucement, ça, ce que tu dis là, c'est aller beaucoup trop loin. Moi, je sais pas comment tu vas réagir. En fait, il y avait deux problèmes. Moi, j'avais peur de pas savoir comment elle allait réagir, comment elle allait se comporter en fait en public. Et j'avais aussi évidemment peur qu'il puisse y avoir des réactions des gens autour, même si elle comptait pas se mettre nue devant tout le monde, hein. Et là, par exemple, j'ai mis tout de suite le haut là en disant attends, doucement, je veux bien faire des choses où on sort ensemble, où tu es sous un manteau par exemple, où en réalité tu es nu, ce genre de choses. Mais attention, moi je suis pas encore sûr de qu'est-ce qu'on peut réellement faire. Ensuite, elle voulait aller dans des sex shops où elle voulait demander l'autorisation de vraiment s'exhiber par contre, c'est-à-dire de vraiment se mettre nu, etc. Donc là, moi j'étais, attends, doucement, moi ça me dérange pas, mais doucement sur les fantasmes, je suis pas du tout sûr qu'ils accepteront. Ça risque de leur poser des problèmes avec les autres clients et clientes. Peut-être même que légalement, c'est pas des trucs vraiment autorisés. Donc j'ai vraiment essayé de la calmer, mais elle était à fond dedans. C'était pas évident de maîtriser la chose. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Ça, c'était un exemple de personne qui, dès le départ, était partie dans des tas d'histoires. Elle voulait aussi ramener une copine à elle. Enfin, c'était j'étais un peu submergé par ces demandes. Et j'avais un peu peur qu'elle en veuille trop au départ. C'est ça que je lui ai fait percevoir. C'est que je lui ai dit, attends, partons plus doucement, surtout si on se connaît pas encore, quoi. D'accord. Ce qui fait que dans un autre contexte, au bout de là, je sais pas moi, 3, 4, cinquième rencontre, ça aurait posé moins de problèmes. C'est juste que tu n'étais pas sûr de la façon dont elle allait réagir. Oui, et ça, c'est un très très grand risque. D'accord. Et le risque, il est de quelle nature? Alors, les risques, il y en a de plusieurs natures. D'abord, il y a le risque que la personne, elle pense que je suis un agresseur et qu'elle passe dans des idées que c'est de l'abus, etc. Ça arrive, ce genre de choses, je le sais, même en dehors du TDS, c'est un problème qui est pas totalement négligeable, surtout quand on est un homme dominant, évidemment. Et là, malheureusement, on subit fortement tous les stéréotypes sexistes, notamment les idées que les hommes dominants, c'est des gros méchants, etc. C'est totalement stupide et ridicule, hein. Les gens qui connaissent un tout petit peu le BDSM savent que c'est stupide et ridicule. Mais malheureusement, par exemple, la police, la justice, ils ont encore du mal avec ce concept. Donc c'est très risqué pour un homme dominant de faire ce genre de choses. Et si jamais on tombe sur quelqu'un avec qui ça se passe mal, ou qui était totalement dans un délire et qui finalement se retourne contre vous, là c'est chaud quoi. Ça m'est jamais arrivé, mais je sais que c'est possible, je sais que ça existe. Ça t'est peut-être jamais arrivé parce que tu as pris des précautions. Et aussi parce que j'ai eu la chance de jamais tomber sur des personnes qui sont de mauvaise foi, parce que ça arrive des personnes de mauvaise foi, ou bien qui sont des personnes qui ont des problèmes de self-control par exemple. Parce que c'est ça le problème en fait. On a beau être super hyper prudent, il y a des personnes qui peuvent très mal réagir même à des suggestions, et ça, c'est imprévisible. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut pas prévoir les réactions des personnes avant d'avoir commencé à faire des activités de type BDSM. C'est impossible. Et c'est un très 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 grand problème du BDSM, et évidemment dans le TDS, c'est super risqué à cause de ça. Et moi dans mon cas, je suis relativement privilégié parce que j'ai un rôle de dominant BDSM. Je connais des filles qui ont fait du travail du sexe en étant soumises BDSM, et les histoires que je pourrais raconter, parfois il y a de quoi avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, parce qu'elles sont tombées sur des personnes, des clients, qui étaient totalement en délire, mais là, eux, c'était les dominants, donc ils imposaient des pratiques dangereuses, etc., ou bien des choses qu'elles voulaient pas faire, et ça s'est très mal passé, j'ai des histoires qui sont pas jolies à raconter, hein. Donc ouais, c'est dangereux, et même quand je fais super hyper attention, il y a toujours le risque que la personne, par exemple, elle ait plus de marques que c'est prévu. Au départ, hein, moi, je fais attention, je connais tout ça. Je connais la musique, mais je connais pas tout et je peux pas tout prévoir, c'est normal. Donc, même si je fais juste une fessée, il faut que je fasse attention quand même. Au moins au début, hein, parce qu'après, évidemment, on voit que ça se passe bien, il n'y a pas de souci.
mais des fois on a des surprises. Il y a des personnes qui sont très 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 fragiles physiquement, et par exemple, une simple fessée, ça peut leur laisser des marques qui durent pendant des jours ou des semaines. Bien sûr, c'est pas la plupart des gens, mais si jamais on a une surprise, donc ouais, il faut faire attention, il y a vraiment des risques. Les marques qui peuvent poser problème, pourquoi? Parce que certains clients sont en relation et ne veulent pas que leur conjoint puisse le voir. Oui, il y a ça. Il y a ça, et puis on travaille sur des choses genre les fesses ou les seins ou autres, donc c'est quand même pas les choses qu'on exhibe, entre guillemets, en dehors de son éventuel couple. Donc s'il n'y a pas le côté problème dans le couple, il y a quand même besoin de faire attention, par exemple, à ce que les collègues, etc., se rendent pas compte. C'est pour ça que, par exemple, on ne peut pas faire des choses du genre attacher les poignets, par exemple, avec des cordes qui risquent de laisser des marques. Parce que ça, il y a des gens qui le font, hein. Moi je l'ai déjà fait plein de fois. Mais ça laisse assez facilement des marques si on tire dessus. Et après, je laisse imaginer à une personne qui nous écoute, qu'est-ce que ça peut être d'arriver le lendemain au bureau en ayant des grosses marques au poignet, par exemple. Tout le monde s'en rend compte. Et là, on risque d'avoir les gens qui se posent des problèmes et qui disent, oh là là, qu'est-ce qui se passe? T'as été agressé, etc. Donc là, ça peut dériver dans des histoires pas possibles, évidemment. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et en particulier de ce qui t'a amené finalement à devenir travailleur du sexe? Alors pour le BDSM, j'ai commencé à m'y intéresser quand j'étais enfant. Ensuite, je m'y suis vraiment plus en plus sérieusement intéressé. Grosso modo, la première fois en fait où j'ai vraiment essayé, hein, j'avais 15 ans. Ça s'est pas super bien passé parce que j'avais que 15 ans. Mais ensuite, je m'y suis mis un peu sérieusement vers 18-19 ans. Pour donner une idée, par exemple, je suis allé visiter le fameux sex shop BDSM Démonia, qui est à Paris, quand j'avais 18 ou 19 ans. Et à cette époque-là, j'avais déjà visité d'autres sex shops, mais un sex shop BDSM, pour moi, c'était quelque chose d'important, c'était un pas supplémentaire en avant, c'était symbolique, hein, bien sûr. Mais ensuite, c'est plutôt quand j'étais dans ma vingtaine, hein, que j'ai pu un peu développer tout ça. La grande difficulté que j'ai rencontrée, c'est que j'avais du mal à en parler en dehors d'être déjà dans une relation, et créer une relation alors qu'on n'est pas sûr dès le départ qu'il y a de l'autre côté des envies de ce genre, c'est un gros problème. Donc c'était assez difficile parce qu'à cette époque-là, c'est pas comme maintenant. Quand tu dis à cette époque-là, c'est-à-dire c'était à quelle époque? Il y a 30 ans. Donc évidemment, c'était avant qu'Internet soit vraiment diffusé et utilisé par tout le monde, et avant que le BDSM, on puisse en parler ouvertement. Parce que maintenant, j'en parle ouvertement. Dès que je rencontre quelqu'un, je dis, attention, je fais du BDSM. C'est même parfois un argument, entre guillemets, d'intérêt, hein, puisque je recherche des partenaires qui font aussi du BDSM, de préférence, bien entendu. Et donc, progressivement, voilà, depuis ma vingtaine surtout, j'ai fait de plus en plus d'essais, de plus en plus de choses, au fil des rencontres, en fait. Ensuite, il y a à peu près 7 ans, je suis allé pour la première fois dans un munch BDSM. Un munch, c'est une réunion publique BDSM, c'est-à-dire on discute de BDSM dans un bar ou un restaurant, typiquement. On ne fait pas de BDSM. J'y étais jamais allé avant parce que ça m'intéressait pas vraiment, en fait, mais par curiosité, j'y étais allé. Et je suis ensuite allé, très souvent, à chaque fois qu'il y avait une réunion. Et j'ai discuté avec pas mal de monde et j'ai rencontré beaucoup de débutants et de débutantes, surtout des débutants, parce qu'il y avait beaucoup plus d'hommes, surtout des jeunes hommes qui avaient la vingtaine, hein. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de questions sur BDSM, tout ça. Et c'est ça qui m'a incité à créer mon site. Et ensuite, à partir de mon site, je me suis donc orienté totalement vers le BDSM. Parce qu'avant, je n'avais pas encore cessé de travailler. C'est à cette époque-là que j'ai cessé de travailler donc en informatique pour totalement m'orienter dans le BDSM. Et ensuite, à partir de là, ça m'a aidé à mûrir toutes mes connaissances, à prendre du recul, etc. et à réfléchir à des choses que moi, je faisais pas avec mes copines, hein, les filles que je rencontre. Donc, je me suis, entre guillemets, ouvert à d'autres idées, d'autres pratiques qui jusque-là m'intéressaient pas trop. Donc, j'ai pris pas mal de recul. Je me suis intéressé à de plus en plus de choses. Et de fil en aiguille, ça m'a conduit indirectement à me poser la question de, maintenant que je suis devenu de fait un professionnel, même si c'était pas encore à cette époque-là du tout un professionnel dans le sens TDS, hein, bien sûr. Maintenant que je suis de fait à fond dedans, c'est-à-dire que je travaille à fond dedans, je me suis dit, la conclusion logique, en fait, ce serait carrément de gagner de l'argent en faisant différentes choses. Et la première chose qui vient à l'esprit, évidemment, c'est de proposer des services BDSM. Donc j'ai pas mal réfléchi, je me suis dit, oh oui, j'y pensais depuis pas mal de temps en réalité, hein.
mais j'arrivais pas à vraiment me convaincre que j'y arriverais en fait. J'avais des hésitations. Je me disais, oh, est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que je suis capable de le faire? Parce que c'est très différent, faut bien comprendre, c'est très différent de faire quelque chose en professionnel que de le faire en personnel. Parce qu'en personnel, évidemment, on choisit totalement ce qu'on veut faire. On fait en fonction de la partenaire avec qui on est, enfin dans mon cas, bien sûr. Et quand on fait pour quelqu'un d'autre, bien sûr, hein, c'est un contexte qui est très différent, évidemment. Même si le BDSM, lui, c'est la même chose. La façon dont on gère les choses avec quelqu'un qui paye est de façon naturelle, hein, très différente. On rend un service. Donc voilà, j'y suis arrivé comme ça, de fil en aiguille en fait. D'accord. Tu regrettes ce choix? Ou au contraire, c'est devenu quelque chose de très intéressant pour toi, au-delà du gain potentiel d'argent? Je dirais pas que je regrette, mais par contre, je peux dire que il y a pas mal de déceptions quand même si je m'y attendais, hein. Franchement, je m'y attendais parce que il y a une chose que j'avais pas précisée, c'est que en dehors de mes recherches sur le BDSM et de mes écrits BDSM, ça fait très 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 longtemps aussi que je m'intéresse au sexe en général. Et comme je m'intéresse au sexe, évidemment, je m'intéresse au travail du sexe depuis très longtemps. En fait, quand j'étais déjà ado, etc., je trouvais que c'était un sujet intéressant. Et donc, je connais bien ce genre de choses, ce milieu, etc., même si je l'avais pas vraiment fréquenté, mais je connais ce genre de choses parce que je m'étais bien documenté, bien renseigné, que j'avais parlé avec des personnes qui sont dans ce genre de métier, etc. Donc, je savais à quoi m'attendre. Seulement, dans le BDSM, il y a quand même des différences. Et puis, le fait d'être un homme, c'est une très grosse différence aussi. Donc, c'est un cas vraiment particulier. D'ailleurs, chose assez amusante, en France, ce genre de service que je propose, c'est extrêmement rare. Je pense qu'on peut compter les personnes qui le proposent, les hommes qui le proposent, sur les doigts des deux mains et probablement qu'on n'atteint pas la dizaine. Et donc, la chose qui m'a en fait pas mal déçu, c'est que il y a trop de problèmes, plus que je ne m'y attendais, de problèmes de personnes qui comprennent pas ce que je propose en fait. C'est-à-dire, je n'arrive pas à faire passer le message que je fais du BDSM, et comme il n'existe pas de site d'annonce pour dire voilà les services BDSM, eh ben malheureusement, je suis obligé d'aller sur des sites généraux et donc bah, les gens ils comprennent pas. Et ça, c'est un gros problème parce que je suis submergé d'appels qui sont donc pas du tout pour du BDSM. Un problème de visibilité. Il y a un problème de visibilité et il y a un problème de compréhension. Il faudrait pouvoir avoir des sites dédiés aux services de type BDSM, mais comme c'est très mineur, évidemment, bah, il n'y a pas vraiment de site dédié. Sur certains sites, il y a des catégories qui sont spéciales BDSM, mais par exemple, celui auquel j'aurais bien voulu m'inscrire, il accepte pas les hommes. Parce que j'allais dire, des dominatrices professionnelles, là pour le coup, ça court les rues. Pas tant que ça. Pas tant que ça, non. Personnellement, j'estime qu'il y en a moins de 100 en France et déjà en étant super généreux. D'accord. Sachant qu'évidemment, hein, je suis pas dupe, il y a un bon paquet de dominatrices qui ne le sont pas vraiment, derrière lequel se cachent des arnaqueurs ou des arnaqueuses. Mais au-delà de ça, 100 par rapport à moins de 10 pour les hommes, c'est déjà plus, quoi. Oui, mais c'est quand même pas énorme comparé à tout ce qui est le monde du sexe payant en général, quoi. D'accord. Alors, par contre, évidemment, après, il y a celles qui font pas leur pub et qui ne sont pas vraiment à fond dedans, évidemment. Même moi, en fait, hein, je suis pas vraiment à fond dedans. C'est-à-dire, pour moi, c'est annexe. Mon activité principale, ça reste quand même mon site internet. Je suis pas donc uniquement TDS, mais il y a pas mal de monde quand même qui propose des services de façon non pro, en fait, amateur, c'est-à-dire seulement de temps en temps, de façon ponctuelle. Mais là aussi, c'est quand même pas énorme, hein. J'en connais parce que j'en ai rencontré, hein. J'en connais personnellement. J'en ai rencontré lors de réunions BDSM. Et parfois, on le voit sur leur fiche de profil sur les sites BDSM. Mais ça aussi, hein, je pense que c'est totalement mineur. Difficile de donner des chiffres, mais s'il y en a plus qu'une centaine ou peut-être 200 en France, je serais étonné. Et ce sont quasiment à coup sûr des femmes, hein, des jeunes femmes surtout. La question suivante que je voulais te poser, mais auquel tu as déjà répondu en partie, c'est quel regard portes-tu sur ce métier? Quels avantages y vois-tu? Quels inconvénients? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Qu'est-ce qui te plaît pas? J'allais te demander est-ce précaire, mais j'ai envie de dire de toute façon, bah toi tu ne l'exerces pas comme une activité principale, hein. Je veux dire, tu n'attends pas forcément après ça pour gagner ta vie. Si je me trompe, dis-le-moi.
Alors en fait, si j'en attendais pas mal quand même du point de vue financier pour un peu m'aider, parce que mon site, il rapporte pas d'argent, donc évidemment, c'est un petit peu difficile. Mais pour répondre quand même à la question précaire, et après je répondrai aux autres questions, ouais, c'est un boulot qui est super précaire en fait. Parce que ce dont la plupart des gens ne se rendent pas compte, c'est que le gros problème, on en a déjà parlé tout à l'heure dans mon cas, mais c'est un problème général, c'est que faut arriver à faire sa pub et donc à attirer des clients, ou dans mon cas, des clientes. Et ça, c'est pas évident. Et après, il faut aussi gérer les rendez-vous. Et ça non plus, c'est pas évident. En fait, ce sont les choses les plus difficiles dans ce genre de métier. C'est pas la rencontre elle-même le plus difficile, même si c'est difficile, notamment pour les escortes plus classiques. Le gros problème, c'est de trouver le client, de convaincre, ou dans mon cas, la cliente, de convaincre la personne, de convaincre que le tarif, il est acceptable et raisonnable, et puis de gérer ensuite les rendez-vous. Pour donc revenir maintenant sur les questions précédentes, alors personnellement, j'ai jamais eu de problème avec le travail du sexe, parce que je suis quelqu'un qui n'a jamais eu de problème avec le sexe en général, la sexualité en général. Or pour moi, les personnes qui ont des préjugés sur tout ce qui est le travail du sexe, au sens le plus large, les points principaux qui posent problème toujours, ce sont le porno, évidemment, et ensuite, au-dessus de ça, ce qui pose le plus de problèmes, le plus d'opposition, le plus de discussion, le plus d'énervement, c'est tout ce qui est donc prostitution, escorting, enfin, les services à la personne dans le domaine du sexe, voilà. Et là, par contre, il y a tellement de préjugés, tellement de problèmes, etc., que c'est un gros souci. Personnellement, je les ai jamais eus, ces préjugés, ou quasiment jamais. Il y en a quand même, je suis obligé de reconnaître. Il y a quelques préjugés que j'avais quand j'étais plus jeune, que j'ai perdu maintenant, parce que ça fait si longtemps que je m'informe sur la sexualité et le BDSM, que j'ai balayé tout ça. Donc de mon point de vue, ce métier-là, il est tout à fait correct, je n'y vois aucun problème. Par contre, il est difficile à cause de plein de raisons, et la plus grande raison, dans mon cas par exemple, c'est que c'est pas évident du tout de trouver des clientes parce que on ne peut pas faire sa pub ouvertement parce qu'il y a beaucoup de lois qui sont anti-TDS. Et le gros problème du TDS, ce sont ces lois anti-TDS qui elles-mêmes viennent de malentendus en fait sur qu'est-ce que c'est la réalité du travail du sexe. Fondamentalement, c'est là le problème. Et le problème suivant, c'est ces problèmes-là viennent d'un problème fondamental qui est la presque totale ignorance sur la sexualité en général. Et malheureusement, tout découle de là, en fait. Quelle différence estimes-tu qu'il y a entre ta façon d'être travailleur du sexe, donc les prestations que tu proposes, et la prostitution? Personnellement, je trouve qu'il n'y en a aucune. La seule chose qui change réellement, c'est que on joue sur les mots, en fait. Le terme prostitution, c'est un gros problème parce qu'il y a tout un passif dessus, il y a tout un imaginaire complètement faux, complètement biscornu, déraisonnable et stupide, n'ayons pas peur des mots. Et donc, du coup, c'est devenu un peu un mot tabou, un peu un mot interdit. Et quand on l'utilise, c'est tout de suite, oh là là, la panique, la panique, la panique. C'est un peu comme je disais tout à l'heure avec le porno, pareil, la panique, la panique, la panique. Mais plus les gens sont ignorants et ignorantes, plus c'est la panique. Quand on connaît mieux, il y a beaucoup moins de panique, etc. Il y a plein de problèmes, attention. J'en reparlerai tout à l'heure, mais il y a plein de problèmes dans le travail du sexe. C'est comme tous les métiers, il y a des soucis. Et dans ce genre de choses, il y a pas mal de soucis spécifiques. Pour revenir à la question, donc, pourquoi est-ce que moi je dis que c'est la même chose, même si ce que je propose, c'est pas vraiment un rapport sexuel, c'est-à-dire quand je vais attacher quelqu'un sur le lit, même si elle est nue, ou que je fais une fessée, ce genre de choses, c'est pas du sexe. Mais après, je peux utiliser des godes, des choses comme ça. Mais pour moi, c'est exactement la même chose. Après, on joue sur les mots. Personnellement, ça m'énerve. Je comprends pourquoi on le fait. Je comprends très bien pourquoi on le fait. Mais je pense que c'est complètement absurde, en fait. On est obligé de jouer sur ça parce qu'il y a des lois stupides, parce qu'il y a des préjugés stupides. Mais la réalité, c'est que tout ça, moi, je l'emballe dans une grande catégorie où j'aime pas, en fait, qu'on fasse trop de coupage de cheveux en quatre et ce genre de choses. Pour moi, je regroupe tout ça dans un grand panier en disant tout ça, c'est quand même dans la même catégorie de sujets, c'est la même catégorie de choses qu'on fait. Donc je vois pas du tout de problème à dire que oui, c'est la prostitution. Tu veux dire que par là que tout ça, c'est lié à la sexualité? Exactement, c'est un bon D'accord. résumé. Tu l'as pas précisé tout à l'heure, quand tu dis que tu proposes des prestations BDSM et que je te posais la question des limites, tu n'as pas forcément rebondi, mais j'étais resté sur l'idée
que tu ne désirais pas avoir de relations sexuelles à proprement parler, dans le sens pénétration directe de ton sexe dans leur sexe, pour faire simple, hein. C'est pas que je sois contre l'idée, le problème c'est que je suis pas certain d'en être capable au bon moment parce que quand on est en train de faire des activités de type BDSM, en tout cas dans mon cas, c'est quelque chose qui demande de la concentration et qui demande aussi souvent des efforts physiques. Par exemple, simplement donner une fessée, c'est pas un très bon exemple, mais c'est quelque chose de physique. Il y a pas mal de choses que je fais qui sont des choses où, comme ça, on est obligé de se concentrer sur l'activité BDSM. Et du coup, même avec mes copines, hein, c'est difficile de se concentrer sur les deux en même temps. C'est-à-dire, j'avais déjà rencontré le problème, entre guillemets, avec une fille, elle comprenait pas que j'arrivais pas à bander, mais je bandais juste avant, mais après, j'ai passé plein de temps à lui faire des choses BDSM. Je peux pas rester en bandant tout en étant en même temps en train de faire des exercices assez difficiles avec du doigtage, du machin, du truc, qui me font perdre ma concentration, qui me permettaient de bander, quoi. Et donc, évidemment, c'est pas forcément évident, je peux pas bander à la demande, quoi, évidemment. Et du coup, je veux pas vendre l'idée que oui, je pourrais, parce que peut-être que je serais pas dans la bonne humeur à ce moment-là. Et donc, en résumé, c'est parce que c'est difficile, quoi. On peut pas vraiment faire à la demande. C'est le gros inconvénient d'ailleurs des hommes quand ils veulent faire avec des femmes, c'est qu'on peut pas forcément bander à la demande. Alors je sais qu'il y en a, ils utilisent des médicaments, ce genre de choses, mais alors ça, par contre, moi, hors de question. Je fais pas ce genre de choses-là. Donc je suis pas opposé à l'idée, mais par contre, je ne vends pas que je vais le faire parce que je suis pas du tout sûr d'être dans l'humeur au moment où on le fait et d'en être capable au moment où elle le voudrait. Donc je préfère ne pas dire que oui, ça fait partie des choses que... Mais si après je peux le faire et qu'elle le veut, ça me dérange pas outre mesure. Mais à la limite, je préfère ça en fait. Mais ça m'est un peu indifférent en réalité. D'accord. C'est pas ce qui te motive le plus, très clairement. Je suis là pour rendre un service, et donc mon objectif, hein, c'est pas de me faire plaisir à moi, même si, éventuellement, hein, quand je peux en profiter, j'en profite, mais c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de satisfaire les demandes, les fantasmes, les envies de la cliente. Du mieux que je peux, en tout cas. Pour quelle raison est-ce que tu dirais que tes clientes viennent te voir, hein, plutôt que d'aller chercher une relation BDSM non payante? Je pense que la raison principale, elle est très simple. C'est exactement la même raison pour laquelle des hommes vont voir des dominantes professionnelles. C'est que chercher quelqu'un, quand on est une femme, quand on est une femme soumise notamment, puisqu'en fait, hein, moi, c'est ce que je propose, hein, comme je suis un homme dominant, je propose à des femmes qui ont des envies de soumission au sens large du terme. Et c'est plus facile relativement de trouver pour une femme parce qu'il suffit de dire coucou, je suis là pour avoir plein de demandes. Mais c'est pas pour autant que c'est facile de trouver les bonnes personnes. Elles sont submergées de demandes, etc. Et puis après, il y a un autre problème, c'est que il y a un peu la peur, surtout quand c'est pour les premières fois ce genre de choses. Enfin, il y a un autre point, c'est que c'est beaucoup plus long et difficile de créer une relation, même si elle est ponctuelle, avec un homme rencontré par exemple sur un site de rencontre ou des forums BDSM. Quand il y a juste besoin de saisir le téléphone et de dire « Bonjour, monsieur le GML, est-ce que vous pouvez demain me prendre de telle heure à telle heure pour faire une séance BDSM ?» C'est vachement pratique. Et en fait, quand on y pense, c'est assez similaire à la raison, c'est exactement la raison d'ailleurs, pour laquelle il y a des femmes, même souvent des femmes aisées, hein, qui font appel à ce qu'on appelle des escort boys. Et donc moi, c'est exactement ce que je fais en fait, hein, c'est escort boy, mais BDSM. Quelles répercussions ce métier a-t-il sur ta vie sociale, ta famille, ton entourage? Alors je dirais que ça n'en a pas vraiment, parce que, du moins pas plus que le fait d'être déjà à fond dans le BDSM pour mon site. Le truc, c'est que toutes ces activités, je n'en parle absolument pas dans ma famille parce qu'on n'a jamais vraiment échangé sur le sexe, donc je vais pas m'amuser à leur parler de BDSM. La seule problématique qui peut se poser, effectivement, c'est quand je parle à des personnes que je connais qui sont là, par contre, dans la catégorie amis ou au moins relation, quand ce ne sont pas encore des amis, quand on se connaît pas assez pour dire qu'on est des amis. Là, ouais, ça peut être un petit problème. Déjà, parler de BDSM avec mon site, c'est déjà des choses qui sont un peu chaudes, dirons-nous. Parler ensuite de TDS, c'est même pas quelque chose que je vais tenter avec la plupart des gens. Il y a que quelques rares personnes avec qui je puisse en discuter ce genre de choses. Parce que c'est pas la peine d'essayer de parler de choses comme ça, alors que je sais que la plupart des gens ont d'énormes préjugés et vont
peut-être mal réagir, ou au minimum ne pas comprendre ce que je veux dire. Et donc interpréter mal, ne pas me poser la question, et ensuite garder en tête des tas de sales idées, donc autant ne pas en parler, quoi. Donc sinon, ce que je veux dire, c'est que ça fait pas une très grosse différence par rapport au fait que je suis déjà à fond dans le BDSM au sens large. D'accord. Est-ce que tu as la sensation que ça t'isole socialement parlant? Je dirais que oui. Je dirais que oui, carrément. Le thème même du BDSM, en soi, c'est déjà quelque chose qui est un petit peu isolant. Alors, de nos jours, évidemment, hein, je pense que tout le monde le sait, et les personnes qui nous écoutent le savent sans doute, on en parle pas mal du BDSM, et on en parle quand même un petit peu moins en mal, ça s'est amélioré. C'est devenu presque possible d'en parler avec des gens qu'on connaît pas encore trop, etc., même s'il y a un risque. Mais en parler un petit peu, c'est une chose. Dire qu'on est à fond dedans, c'en est une autre. Et là, c'est un problème parce que, déjà, dire par exemple qu'on est par exemple libertin, qu'on fait des soirées, des boîtes de nuit, etc., et qu'on est à fond dans le sexe et tout, c'est pas forcément évident. Il y a beaucoup de gens qui l'accepteront pas trop. Mais alors, si en plus on parle de choses du genre BDSM, auxquelles sont rattachés plein de préjugés, plein de mythes toxiques, etc., ça rend les choses difficiles. Et le rejet, ça existe, hein. J'y ai déjà été confronté. J'ai déjà perdu, par exemple, une amie relativement proche, hein, juste parce que j'avais effleuré le sujet. Et j'étais pas en train de la draguer ou quoi que ce soit, hein, je parle bien d'une amie. Hein. Et juste en parler, ça a complètement flingué, quoi, il n'y a pas d'autre mot, hein, la relation qu'on pouvait avoir. Donc, le problème, c'est que, même de nos jours, on peut pas savoir ce que les gens ils ont dans la tête quand on parle de sexe, et quand on parle de BDSM, c'est bien pire, et les réactions sont imprévisibles. On peut avoir des gens qui disent « Ah ouais, cool, sympa », ou « Ah ok, un peu effrayé », et d'autres qui réagissent très 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 brutalement, hein, avec les insultes, etc. T'es malade mental, t'es un pervers et tout. Ça m'est arrivé il y a pas si longtemps d'ailleurs, un truc comme ça. La fille avec qui j'échangeais, elle croyait que j'étais un tueur psychopathe. Bon, elle le disait un peu elle, Ouais, elle le disait, elle le j'essaye disait de... quand même. Excuse-moi, j'essaye d'éviter de rire de temps en temps, mais bon, parfois, évidemment, ce genre de remarque me fait éclater. Bon, elle le disait un petit peu en rigolant, mais il y avait à moitié de la sérieux problème derrière quand même, parce que je lui avais envoyé des photos, parce qu'on en parlait du BDSM, je lui ai envoyé des photos parce qu'elle comprenait pas vraiment de quoi je parlais, et quand elle a vu mes photos qui étaient pourtant pas extrêmes, hein, tout de suite elle a dit « Ouah, c'est quoi ce truc ?» Donc bon, dommage. Est-ce que dans une certaine mesure, ce sont des gens qui ne demandent pas à être convaincus? C'est une question qui est très difficile. Je sais pas. Je dirais oui et non. Il y a beaucoup de gens qui pourraient effectivement être convaincus, mais le problème, c'est pas le BDSM. Le problème, c'est la sexualité. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, le gros problème, c'est l'ignorance générale sur le sexe, parce que ça déclenche absolument tous les autres problèmes. Les problèmes contre le BDSM et les problèmes contre le TDS, et évidemment contre le TDS-BDSM. Donc, il y a beaucoup de gens qui, certes, manquent juste d'informations et qui, une fois qu'ils rencontrent quelqu'un, se disent « Ah, ok, en fait, c'est ça, bon, ça va ». Dans le cas de tout ce qui est prostitution, utilisons le mot hein, pour justement bien marquer en utilisant le mot auquel les gens réagissent mal. Même au sein de ma famille, j'ai des gens qui, à cette idée, réagissent très mal, hein, avec des choses qui sont des vraies horreurs, qui disent des vraies horreurs. Je suis certain que si à ces personnes, je présentais des filles que j'ai déjà rencontrées, et qui, par exemple, pour payer leurs études, ont fait donc du travail du sexe, notamment BDSM, sans savoir que ces filles en question, elles faisaient ça. Je parle de filles et pas de moi parce que les préjugés sont surtout sur les femmes. Si je les leur présentais sans rien dire, sans parler de métier, quoi que ce soit, et elles les trouveraient super sympas, etc., elles les adoreraient à coup sûr, et si à la fin on disait « Au fait, je vous avais pas dit, mais elle, par exemple, elle s'est prostituée pendant 5 ans pour payer ses études. » Je serais curieux de savoir quelle sera leur réaction. Mais une chose est sûre, c'est que la plupart des gens réagissent mal parce qu'ils n'ont jamais vraiment été confrontés à des personnes comme ça. C'est comme le problème avec les gays, en fait. Il y a tout un tas de préjugés complètement ridicules hein, sur les gays, ah là là, l'horreur, etc. Puis ensuite, quand les gens rencontrent quelqu'un qui est gay, ils se rendent compte qu'en fait, c'est quelqu'un que on croisait tous les jours, c'est le collègue, c'est la collègue. Ah ok, en fait, on se faisait une montagne et il n'y avait rien derrière. Et pour le BDSM, c'est exactement pareil. Pour le sexe, c'est pareil. Pour le TDS, c'est pareil. Après, il y aura aussi des gens qui seront toujours obtus,
parce qu'ils sont contre tout ce qui est sexualité. Alors ça, malheureusement, c'est un gros problème. Ces gens-là, jamais on pourra les convaincre. Donc il y a de tout. D'accord. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose pour clore cette interview? Alors juste une dernière chose, oui, de façon claire pour moi, hein, le vrai problème de fond, quand on parle de prostitution et de TDS de façon plus générale, sur ces points-là, il y a énormément d'ignorance, de préjugés, d'idées fausses, d'idées reçues, etc. Toutes ces idées fausses, reçues, blablabla, tout ça, c'est toujours négatif. Je pense pas en connaître une seule qui soit positive. Ce sont des ignorances totales qui créent énormément de problèmes, et ça crée des problèmes à absolument tous les points de vue. Ça crée des problèmes pour les personnes qui fournissent ce genre de service. Et là, c'est terrible. Les problèmes sont absolument terribles. Il y a beaucoup, beaucoup de soucis. Savoir qu'on est soit à la marge de la loi, soit en dehors de la loi, ça pose plein de soucis. Il y a des soucis avec la police. Quand on veut porter plainte pour une agression, c'est infernal, etc. Il y a des problèmes aussi pour les clients, évidemment, et les clientes qui se sentent coupables, souvent, ou bien qui ont du mépris. De façon très fréquente, il y a du mépris envers les personnes qui sont donc fournisseuses de travail du sexe. Des mépris des clients des travailleurs du sexe pour les travailleurs du sexe. Exactement. C'est un problème qui est très fréquent et très répandu. Il y a du mépris pour les pornstars, mais il y a aussi beaucoup plus, je pense, de mépris pour les filles qu'on va voir ou les hommes qu'on va voir pour demander un service sexuel. Il y a une honte. Personnellement, je connais que 2 hommes, et j'ai 52 ans, je connais que 2 hommes, j'ai rencontré que 2 hommes qui disaient ouvertement faire des rencontres de ce genre et aller voir les prostituées, qui le disaient ouvertement. 2 seulement. Parce que c'est quand même un sujet qui est un peu tabou, qui est pas évident à aborder. Et donc, tous ces idées fausses, tous ces problèmes, etc., comme il y a quasiment une domination totale, en fait, d'idées fausses, eh bien, toutes les actions qui sont faites concernant le TDS tentent de répondre à de faux problèmes, ou bien des problèmes qui sont très exagérés, ou bien qui sont pris de la plus mauvaise façon. Donc chaque fois, absolument chaque fois qu'il y a des interventions, des lois, des initiatives de faire des associations, etc., dans quasiment tous les cas, en tout cas pour les lois systématiquement, c'est soit s'adresser à des faux problèmes qui n'existent que dans la tête des personnes qui sont concernées, c'est-à-dire les personnes qui les votent, les lois, qui les écrivent, soit, au mieux, dans le meilleur des cas, ce sont des tentatives, entre guillemets, bienveillantes et qui tombent totalement à côté de la plaque et qui, en fait, empirent les problèmes existants. Et par contre, le gros problème, et c'est là où je voulais en venir et où je vais terminer, c'est que les vrais problèmes, et il y en a beaucoup, évidemment, les vrais problèmes, eux, ils sont presque toujours ignorés. Et du coup, on se retrouve avec tout un tas d'interventions qui vont ajouter des difficultés aux personnes qui font du travail du sexe, donc, en même temps qu'il n'y a absolument rien qui est fait pour aider. Donc, tout ça, ça se résume très simplement à ce que moi j'appelle la peur du sexe, c'est-à-dire l'ignorance quasiment totale sur le sexe, la sexualité en général. Eh bien, sur ce, ça va être la fin de l'interview. Je te remercie d'y avoir participé, c'est très gentil, d'autant que peu de gens osent s'exprimer sur le sujet et que, qui plus est, les travailleurs du sexe hommes sont beaucoup moins nombreux que les travailleurs du sexe femmes. Merci de m'avoir reçu pour cette interview, et j'espère que ça aura aidé un petit peu les personnes qui nous ont écoutés, qui nous écouteront, à un petit peu mieux comprendre qu'est-ce que c'est le TDS dans un contexte BDSM, et dans le contexte encore plus particulier d'un homme qui propose des services TDS, BDSM, ce qui est très rare. Ce sera le mot de la fin de ce podcast. Je remercie encore une fois mes 2 invités, car parler de ces sujets n'est pas évident. Leurs témoignages n'en sont que plus intéressants et instructifs. J'espère que cette longue émission aura permis de répondre aux questions que vous vous posiez peut-être, et qu'elle contribuera à éclairer ces métiers sous un jour plus réaliste et moins caricatural. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevehaldeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés.
Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain épisode.